la région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Évasion en région. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Évasion en région. Aujourd'hui nous sommes en Haute-Tarentaise, nous sommes sur la commune de Larosière-Montvalaisan pour parler de ce superbe territoire et il y a fort à faire dans le coin. Et pour en parler, qui de mieux pour commencer cette émission que Jérémy Silva, directeur de l'Office de tourisme, bonjour. Bonjour Manu. C'est un plaisir de vous avoir déjà ici. Dites-moi, c'est vrai que les stations d'été, on n'a pas forcément l'occasion d'en parler, on en parle un petit peu plus d'hiver. Pourtant, il y a beaucoup de choses à faire ici sur le coin de Larosière. On a commencé il y a quelques années la transformation avec notamment les activités 4 saisons. Et ici, ça n'arrête pas de l'année. Effectivement, les stations sont plus connues, notamment en Tarentaise l'hiver, mais Larosière a cette spécificité d'avoir été une station créée par ses habitants, qui étaient des alpagistes ou des montagnards en tout cas, et qui vivaient la montagne toute l'année, 4 saisons. Donc l'été n'a jamais été délaissé, mais aujourd'hui, par contre, nos clients viennent également l'été, cet été plus particulièrement encore, parce qu'on vient profiter des grands espaces par rapport à ce contexte précis. Et donc il y a énormément de choses à faire, puisqu'on est une station franco-italienne, donc on joue sur les deux tableaux, le côté français où il y a beaucoup de choses à faire, et également le côté italien. C'est toujours très agréable pour nos clients de profiter de ces deux cultures en tout cas. C'est vrai que c'est vraiment une des particularités du site, d'avoir cette gestion finalement partagée entre l'Italie et la France, entre plusieurs communes également sur le domaine skiable. C'est quoi finalement les incontournables ? Qu'est-ce qu'on viennent chercher les touristes ici ? La première chose que les touristes viennent chercher ici, c'est vraiment une reconnexion à la nature, coupée avec son rythme à l'année de travail. Donc après, ils viennent pas forcément se dire je vais en Italie ou je vais en France, mais ils viennent se ressourcer, se retrouver en famille. Et surtout, on a une vue à 180 degrés, plein sud, très aérienne. Et ils viennent profiter de tout ça. Donc ensuite, après, avec les activités que chacun appréciera, faire de la randonnée, de l'eau vive, du golf, des visites culturelles, que ce soit au col du Petit Saint-Bernard, au marché d'Aosta en Italie, ou même faire ici les églises baroques qu'il y a ici. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ce qu'ils viennent chercher, c'est avant tout une reconnexion à la nature, à la famille. On met de côté tous les problèmes du quotidien, entre guillemets, et puis on vient se faire plaisir ici à Larosière. Sachant que c'est une station village qui est très axée famille. Il y a cette connotation vraiment pour toute la famille, du petit jusqu'aux grands-parents. On peut en trouver pour tous les goûts. D'ailleurs, c'est un petit peu la motivation de ces dernières années d'offrir de plus en plus d'activités. Alors, en fait, aujourd'hui, on parle de famille, mais on est tous des familles. Que sont ados, qu'on ait 35 ans, qu'on ait 20 ans, on fait partie d'une famille. Et effectivement, à Larosière, on arrive à offrir des panels d'activités, que ce soit pour les tout petits, avec notamment le club enfant des Galopins qui est gratuit l'été. Ça, c'est une vraie spécificité de Larosière. Avec toutes les autres activités. On peut parler du VTT, de l'eau vive, du parapente, un peu plus d'adrénaline peut-être pour les ados, et puis après des choses plus contemplatives avec de la randonnée, du yoga, du bien-être. On a un nouveau practice de golf aussi qui vient d'ouvrir, donc on fait du golf à 1900 mètres d'altitude avec des sommets derrière les trous en panorama. C'est quelque chose qui est assez exceptionnel, donc vraiment il y en a pour tout le monde, et pour toutes les familles ou même les gens sans enfants ont vraiment de quoi faire à Larosière, donc tout le monde est bienvenu et tout le monde y trouve son compte. Est-ce que c'est une station qui change beaucoup ces dernières années ? Des gens qui ont connu Larosière il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, est-ce qu'ils la reconnaîtraient encore ? Est-ce que j'imagine qu'il y a de plus en plus d'activités, de plus en plus de constructions, c'est en train de devenir une très grosse station parmi les grosses. Alors c'est une station qui change effectivement, et heureusement que les stations changent. Si on reste, la station elle a été construite dans les années 1960, si on reste une station des années 1960, on n'est plus au goût du jour. Pas loin. Alors forcément ça change. Par contre, l'esprit de Larosière, la convivialité, l'humilité, l'accueil ne change pas, et c'est ce qui est important. Et après évidemment on est au goût du jour par rapport aux attentes de la clientèle, et surtout on a un type de clientèle assez hétérogène. Ça veut dire qu'on peut
très bien avoir un studio 4 personnes, pas très cher, qu'avoir un hôtel 4 étoiles avec toutes les prestations. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc voilà, c'est heureusement que la Rosière change. Ensuite, il faut cadrer ce changement et c'est ce qu'on essaye de faire pour que voilà, tout le monde s'y retrouve, aussi bien les habitants que les vacanciers. Vous en parliez tout à l'heure, c'est vrai que 2020 a été une année un peu particulière et toujours une année particulière. Fin de saison de ski assez abrupte. Aujourd'hui, la vague touristique est relancée pour l'été. On a l'impression qu'en tout cas, le public a répondu présent. Sur la Rosière, effectivement, cet été, on devrait faire un été sensiblement idem à celui de 2019, qui était un très bon été. Donc là-dessus, on est satisfait. Je pense que la montagne, dans sa globalité, répond un peu aux attentes post-Covid, c'est-à-dire de l'oxygénation, du grand espace, loin de la foule. Donc ça, c'est pour ça que les gens ont privilégié peut-être cette destination-là. Et puis en plus, voilà, ils ont cet accueil privilégié que font les habitants de Montvalzan et de la Rosière depuis des décennies, et ce que viennent chercher nos clients, et c'est pour ça qu'ils reviennent et qu'ils se fidélisent aussi. Donc voilà, c'est sûr que l'hiver a été compliqué. Cet été, il y a encore 2 mois, on ne savait pas comment il allait se passer. Au final, on est très content de pouvoir accueillir nos vacanciers. Et puis on espère que cet été, ils vont prendre la mesure du potentiel de la station et revenir nous voir cet hiver. C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas pour nos vacanciers qui reviennent nous voir cet hiver aussi. Alors déjà cet été, en tout cas, il y aura beaucoup de choses à faire. De nombreuses animations également qui sont prévues tout au long de la saison. Alors on a renforcé notre programme d'animation parce que sur l'événementiel, c'était un peu plus compliqué avec des contraintes plus strictes de la préfecture. Donc il y a des événements qui n'ont pas pu avoir lieu. Mais par contre, sur les animations, on a vraiment un programme renforcé. Alors je ne vais pas citer toutes les animations parce qu'on a à peu près 4-5 animations hebdomadaires, mais des animations un peu sympas. Les incontournables. Voilà, on a la construction de cabanes avec les enfants, quelque chose qui est très sympa. Le géocaching, en fait, c'est une chasse au trésor digitale. On part avec son smartphone et il y a des caches à retrouver sur tout le territoire. C'est une petite chasse au trésor 2.0 en faire en famille, c'est vraiment très sympa. On a après des ateliers plus manuels comme de la poterie, puis les incontournables classiques, le tournoi de foot, pétanque, voilà, qu'on peut faire. Donc ça, c'est toute l'équipe d'animation qui met ça en place avec les différents prestataires de la station. Et puis on a des nouveautés, notamment le lac du Repos. On a un espace loisir qui s'appelle le Plan d'Arc et on a un nouveau lac qui vient d'ouvrir face au Mont Pourri, une vue superbe, donc c'est parfait pour aller pique-niquer sur les plages en herbe avec les enfants, les familles. Il y a des barbecues qui sont mises à disposition dans un endroit assez privilégié de la station. Il n'y a aucune construction aux alentours, on est vraiment en pleine nature et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très apprécié de notre clientèle. Donc voilà, et puis ce qui fait aussi la force de la destination et pourquoi ce qui est très apprécié de nos clients, c'est la carte activité. C'est une carte multi-activité qui coûte 37 € et dedans on a la patinoire, les entrées à patinoire illimitées, les remontées mécaniques piétons illimitées, l'entrée au cinéma, au bowling, un accès aux practices de golf, du tir à l'arc. Voilà, donc il y a vraiment une multitude de choses à faire à petit prix et c'est aussi ce que viennent chercher les gens à la Rosière l'été. Dit comme ça paraît the place to be. Est-ce qu'il reste encore de la place, de l'hébergement pour accueillir encore quelques touristes cet été ? Oui, bien sûr. La montagne l'été n'a pas un remplissage à 100%. C'est pas partout, c'est partout ailleurs. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Il y aura toujours de la place pour vous, que vous soyez actif, contemplatif, en famille, en couple, en groupe d'amis. Voilà, on vous accueillera à bras ouverts. C'est ce qu'on fait de mieux, en tout cas l'accueil à la Rosière. Et après, vous profiterez des panoramas exceptionnels avec les vues à 360 degrés sur le Mont Blanc, la face italienne ou côté Haute-Tarentaise. En tout cas, vous ne regretterez pas vos vacances. Oui, là je pense que les spectateurs l'ont bien compris. Il n'y a qu'à regarder derrière nous pour déjà être vendeur. D'ailleurs, en parlant de choses à faire du côté de la Rosière Montvalaisan et du col du Petit Saint-Bernard, je vous propose un petit focus justement sur ce fameux col du Petit Saint-Bernard historique où là aussi le tourisme a repris il y a quelques jours. Un petit focus et on se retrouve juste après. À 2188 mètres d'altitude, le col frontière du Petit Saint-Bernard. Point de passage historique à travers les Alpes, ce lieu atypique attire chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Aujourd'hui, après un début de saison en demi-teinte, nombreux sont les visiteurs à reprendre possession de ce site emblématique. Je dirais qu'en ce moment, ça commence à bouger pas mal, comme avant. Mais jusqu'à il y a encore une semaine, il n'y avait pas grand monde, franchement. Mais moi, je pense que c'est les étrangers qui manquent, en fait. On a ouvert à partir du 1er juin, mais jusqu'au 15 juin, la frontière était fermée. Mais par contre, les Français pouvaient monter jusqu'au col, puisque en fait, c'était fermé à partir de la frontière, là.
Mais voilà, ça a été au ralenti jusqu'au 30 juin à peu près. Il faut dire que depuis la préhistoire, l'homme et le col franco-italien ont noué une relation particulière. Chaque civilisation apportant son lot d'aménagements, on peut aujourd'hui découvrir l'histoire du site grâce à une multitude de vestiges qui attirent de nombreux curieux. Les gens savent ce qu'il y a ici, mais la signalétique est, on va dire, comme c'est un bâtiment privé, donc on ne veut pas mettre trop de choses dehors. Et en fait, les gens ne savent pas trop. Ils voient ce bâtiment, ça les interpelle, mais ils trouvent ça un peu austère. Mais on est obligé de garder les murs comme ça, donc ça les retient en fait. Mais une fois qu'ils sont dedans, waouh. Mais exceptionnellement, cette année, avec le Covid, bien sûr, malheureusement, nous avons italiens-français, mais pas trop d'autres étrangers. Si le col est donc désormais ouvert à la circulation, tous ici espèrent désormais retrouver l'affluence des dernières années. Quoi qu'il en soit, le col du Petit Saint-Bernard reste encore et toujours l'un des sites touristiques les plus visités de Savoie et dont la notoriété dépasse de loin toutes les montagnes environnantes. Allez, on redescend un petit peu en altitude. Nous sommes de retour sur la terrasse du restaurant L'Ancoli, que nous remercions de nous accueillir aujourd'hui pour cette émission. Et j'ai été rejoint par Aurélie Crouvisier, une championne de cyclocross originaire du coin. Bonjour. Alors, pas exactement originaire du coin, mais bien implanté ici, reconverti à la montagne depuis quelques années. Voilà, oui. J'imagine que forcément, avec un décor comme ça, c'est difficile de quitter cette vallée une fois que... On s'y plaît forcément, on a envie d'y rester et donc d'adapter ses pratiques sportives, oui. Et justement, les pratiques sportives, il y en a pléthore dans les parages. On l'a vu avec le reportage il y a quelques minutes avec ce col du Petit Saint-Bernard. Il y a énormément de monde et j'imagine que pour tous les personnes adeptes de deux roues, ça doit être déjà un plaisir assez incontournable dans les parages. C'est clair que c'est un magnifique terrain de jeu. Le cyclotourisme a toute sa place ici avec une vallée où on a des cols de partout, la grande route des Alpes mythique pour le Tour de avec le passage du Tour de France, donc parcouru par les cyclistes tout l'été. Ici à La Rosière, on a la porte avec l'Italie, donc on peut basculer à la Tuile via le col du Petit Saint-Bernard. On peut aller taquiner le San Carlo qui est un col qui fait mal aux jambes du côté italien. Après voilà, il y a l'Iseran, le Cormet de Roseland, la montée des Arcs et j'en passe. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir pour tous les amoureux du vélo, quoi. Alors quand on arrive ici, il y a presque trop de choix. Comment il est possible finalement de se faire son petit itinéraire pour les gens qui nous regarderaient, qui ont envie de faire du kilomètre, de bouffer du dénivelé comme on dit. Est-ce qu'il y a des incontournables ou des prérequis où on peut venir juste avec son vélo et puis à partir de là alors se faire plaisir? Tout dépend de son niveau de pratique parce qu'évidemment le vélo c'est un sport d'endurance, donc si on n'a pas pratiqué avant et qu'on s'attaque direct au col, ça va être un petit peu compliqué. Mais en général, les personnes qui viennent séjourner ici ont déjà un petit peu de kilomètres dans les jambes, savent ce qui les attend et du coup sont prêtes à se faire un petit programme. Et je pense que la majeure partie des cyclistes amateurs vont avoir envie de faire une fois dans la semaine l'Iseran, le col du Petit Saint-Bernard, le Cormet de Roseland. Ça va être un peu un col chaque jour, quoi. Voilà le programme qui peut être le leur. Après, pour des gens qui auraient une pratique plus débutante, maintenant on a la magie du vélo à assistance électrique le fameux qui permet évidemment de développer la pratique et de la rendre accessible. Et là, je donnerais le conseil, et c'est pas chauvin du tout, de commencer par le col du Petit Saint-Bernard qui a des pourcentages plutôt doux. Et puis à la fin de la semaine, si on est vraiment en forme, et maintenant à La Rosière, on a notre route rose où il y a eu le passage du Tour de France en 2018 et qui est devenu un incontournable pour tous les amoureux de la petite reine. C'est vrai que ce Tour de France, il a permis finalement une communication supplémentaire, montrer à beaucoup de gens qu'ici, il y avait beaucoup de choses à faire. Il y a eu un avant-après. C'est vrai que le tourisme cycliste, si je peux me permettre, j'ai l'impression qu'il y a eu un avant, un après ces dernières années. C'est en train de monter vraiment, il y en a de plus en plus. C'est vrai qu'on s'est révélé un peu comme une destination également cycliste, parce que c'est vrai que on a cette aura l'hiver, on a l'été, la randonnée qui prend pas mal de place également, le VTT que La Rosière essaie de développer depuis plusieurs années maintenant, et le vélo de route qui est vraiment pas en reste. Et c'est vrai que cette visibilité avec le passage du Tour de France, c'est énorme. C'était déjà une fête magnifique ici, et puis tous les amoureux du vélo aujourd'hui viennent faire leurs petits selfies, postent sur les réseaux sociaux la photo avec la route rose, et je pense qu'à La Rosière tout le monde est fier de ça. Alors on parle beaucoup forcément des routes, des cols, mais vous le disiez, il y a aussi tout le côté VTT
l'été, là qui est en train de se redynamiser avec de nombreuses pistes. Finalement, c'est un peu le principe de l'hiver avec des pistes vertes, bleues. La Rosière a démarré avec des pistes de descente, enduro, typique enduro. Et puis maintenant, depuis quelques années, le VTT à assistance électrique s'est développé. Donc l'offre a été complétée avec des pistes spécialement dédiées. Et la magie du VTT électrique, c'est qu'on voit arriver des clients qui ont fait 2 fois du vélo dans leur vie et qui se voient ouvrir les portes des montagnes comme ça. Et c'est magique pour eux parce que ça peut être la petite famille qui n'a jamais fait de VTT en montagne parce que jusqu'alors c'était inaccessible. On imagine pourquoi, vu la difficulté. Parce qu'il y a combien de kilomètres sur le col du Petit Saint-Bernard, là, par exemple? Alors, le col du Petit Saint-Bernard, ça dépend d'où on le prend. Si on part de la Rosière, il y a 8 km en passant par la route. Dit comme ça, oui, donc, ça va. ça fait c'est vraiment la balade qu'il faut faire quand on veut découvrir. Et ça se fait sur la route. Il faut plutôt prendre un semi-rigide, un vélo qui va être conçu pour ça. Et après, on peut vraiment se régaler sur les pistes qui ont été créées sur les sentiers. Et là, c'est pareil. Il peut y avoir différents niveaux de pratique. Il peut y avoir la petite famille qui veut découvrir... par exemple, les hameaux qui sont juste en dessous de la station et qui sont vraiment typiques d'ici, avec le Châtelard, vous pouvez trouver des très jolies boucles. Et après, il y a le VTTiste sportif qui peut utiliser le VTT à assistance électrique pour allonger la distance, pour faire plus de dénivelé. Donc c'est vraiment très intéressant. Votre petit conseil de pro, justement, le petit itinéraire que vous pourriez conseiller ou la petite trouvaille de derrière les fagots? Alors moi je conseillerais aux personnes qui veulent, en tout cas pour le VTT électrique, de faire un passage au niveau du col du Petit Saint-Bernard parce que c'est vraiment merveilleux. On a la chance d'avoir accès à une altitude déjà importante de 1188 mètres avec on va dire un patrimoine culturel et naturel qui est vraiment intéressant au-delà de l'aspect sportif. Et ensuite pour les amoureux du vélo, de la petite reine aguerrie, je leur conseille d'aller faire le San Carlo depuis Morgex. Ils s'en souviendront. Voilà. Ça représente combien de temps ça? On est parti pour la journée avec un col comme ça? On est parti pour une bonne journée parce qu'il faut d'abord descendre le Petit Saint-Bernard côté italien, enfin déjà monter jusqu'au col du Petit Saint-Bernard les 8 km. Ensuite on bascule côté italien et on va vraiment chercher Morgex, donc tout en bas. Et depuis Morgex on a 10 km à 10% de moyenne. Et puis ensuite il faut redescendre sur la tuile et remonter le Petit Saint-Bernard du côté italien. Donc ça fait, comme on dit en vélo, une belle bambée. Une belle bavante, oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup en tout cas Aurélie pour toutes Avec ces précisions. On vous recroise sur les routes autour? Tout l'été, voilà, je continue d'arpenter la montagne dans tous les sens. Bon, top. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris un petit moment avec nous pour nous expliquer toutes les spécificités de ce beau territoire. Avec plaisir. Et puis à bientôt. Je vous laisse repartir, quitter le plateau pour laisser place à Stéphane Gued. Stéphane de la bergerie de Genièvre, bonjour, et qui arrive en plus les mains chargées de présents. Ça s'appelle, j'aime bien les invités qui arrivent comme ça, les mains chargées. Avec plaisir. Vous êtes producteur de fromage de chèvre Non, et de brebis. De brebis, j'ai failli faire attention. Et ça depuis quelques années déjà, installé un petit peu plus bas sur Montvalaisan. Voilà, c'est ça. Donc je suis installé dans les villages, dans les hameaux de Montvalaisan, en dessous de la Rosière. Depuis 4 ans maintenant, je fais du fromage de brebis. Bon, alors déjà, comment on devient éleveur, producteur de fromage? C'est un choix particulier, c'est un choix un peu de vie passion quelque part. C'est ça, c'est avant tout une passion. Donc toute ma vie, j'ai baigné dans l'agriculture, mes parents, mes grands-parents, mes oncles. Et donc moi, en ayant fait des études agricole, donc je me suis installé en 1999 en brebis allaitantes, donc je faisais de l'agneau. Et puis il y a 4 ans, j'ai voulu changer pour faire du fromage. Une petite idée qui me traînait dans la tête depuis quelques années et je suis passé à la réalisation du projet. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver justement parmi toute la gamme que vous proposez aujourd'hui? Voilà, donc je fais principalement de la tome, donc c'est le produit phare on va dire. Donc une tome pressée, non cuite, au lait entier, donc un fromage fermier bien sûr. Je fais aussi donc, le petit camillou, donc c'est un petit fromage frais. Donc, qui se déguste salé, poivré à l'apéritif, c'est très bien. Et puis après aussi des yaourts. Des yaourts, c'est quand même assez large finalement comme gamme. Vous êtes tout seul pour faire ça? Voilà, je suis tout seul pour faire ça, donc je n'ai pas une exploitation immense. Ça reste à l'échelle
de la vallée, en fait, de l'agriculture en montagne. Donc j'ai une 60aine de brebis. Ok. Alors là, on est déjà à haute altitude. Mont-Valaisan, c'est à peu près à 1500 mètres. On disait en préparant cette émission qu'il n'y a pas forcément cette nécessité de partir en alpage, parce que finalement, par la force des choses, vous êtes déjà en altitude tout au long de l'année. Voilà, donc toute l'année, on est à 1500 mètres, donc c'est déjà pas mal. Donc les brebis que je traite, donc une bonne partie de l'année, donc restent autour de la bergerie. Donc il y a une quinzaine d'hectares de pâture, de parcours. Et après, une fois qu'elles sont en gestation, donc maintenant en fin d'été jusqu'à l'agnelage d'automne, eh ben, elles montent un peu plus haut dans les alpages pour profiter de l'air pur et de l'air un peu plus frais l'été. C'était un sacré pari à la base, parce que c'est vrai que la Tarentaise, on l'associe pas forcément à la brebis. Ici, on est plus terre de Beaufort. Est-ce qu'il y a encore de la place justement pour d'autres appellations, pour d'autres produits comme celui-ci? Oui, bien sûr. Donc, il est vrai que l'agriculture ici, c'est principalement le Beaufort, avec les vaches, les tarines. Mais dans une région aussi touristique que la nôtre, quelques petites diversifications en brebis ou en chèvre, ça passe tranquillement. Ça offre un produit supplémentaire à la clientèle qui vient nous visiter. Où on peut vous trouver? Où vos produits également? Donc moi je suis j'ai toujours baigné dans le tourisme, donc j'ai continué dans cette optique-là. C'est-à-dire que je préconise que les gens viennent nous voir à la ferme, viennent voir comment on fait le fromage, comment vivent les bêtes. Je pense que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Et donc je commercialise tous mes produits en direct, c'est-à-dire que je vais aussi à la rencontre des gens dans les stations de ski, dans les petits villages, dans des petits marchés de producteurs par exemple, mais c'est surtout beaucoup de relationnel et je ne suis pas trop adepte des grandes distributions. Alors, j'imagine que forcément, comme on le disait avec Jérémy en début d'émission, l'année 2020 était un peu particulière à cause de la crise sanitaire. Ça vous a impacté? Étonnamment pas énormément, parce qu'en fait c'est dans ma philosophie, c'est de rencontrer les gens. Donc bien au contraire, finalement j'ai pu organiser des petites tournées dans la vallée tous les jours de la semaine, et ça faisait plaisir aux gens parce qu'ils voyaient malheureusement plus beaucoup de monde, et puis pour moi ça permettait de continuer à vivre de ma passion et de mes produits. Bon, vous le disiez également juste quelques minutes avant l'émission, l'un des points clés pour vous, c'est finalement d'arriver à joindre votre passion et votre vie de famille, et la vie de famille qui reste quand même un des points incontournables. Pour autant, c'est dur pour les éleveurs d'arriver à faire les deux. Vous avez trouvé la solution vraisemblablement. Voilà, donc à l'échelle de mon exploitation qui n'est pas très grande, donc je pense que c'est faisable, c'est aussi une volonté de ma part. Hein. Donc ma bergerie est à 300 mètres de mon habitation, donc c'est assez facile de jongler, voilà c'est ça, avec les enfants, avec la famille, etc. Donc oui, c'est important pour moi aussi de voir grandir mes filles, de passer du temps avec eux, avec mes filles et avec ma femme bien sûr. Accessoirement. Et dites-moi, c'est vrai que et demain, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des projets? J'imagine que cette philosophie, on va la garder, elle vous tient à cœur. L'idée, c'est pas forcément de devenir justement une grosse usine. Voilà, c'est ça. Donc moi, je pourrais dire que j'ai réalisé le rêve de ma vie, hein, de vivre c'est déjà pas mal. Ça, c'est la chez classe. moi en famille et faire ce que j'aime faire. Donc non, je vais pas, j'ai pas l'ambition de développer énormément l'exploitation. Par contre, j'ai peut-être l'idée d'accueillir les gens à la ferme ou faire créer un petit gîte ou une petite accueil à la ferme. Okay. Finalement, ça va dans la suite logique. Rapprocher un petit peu les gens des producteurs, le client, le consommateur. Là, c'est le circuit court de base. Voilà, c'est le circuit court, très court même, on va dire. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on rencontre dans la société actuelle, je pense que c'est ce que recherchent les gens. C'est vraiment le retour à la nature. D'où viennent les produits qu'on mange dans l'assiette. Et je pense que c'est très important de leur faire voir que finalement, il y a encore des produits comme ça qui sont vraiment nature, où il n'y a aucun problème de qualité. Ça, c'est un beau message. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour cette année? Que l'été se passe bien ensoleillé, avec plein de gens qui viennent nous voir, et puis que ça continue comme ça. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup en tout cas Stéphane d'avoir participé à cette émission. Oui, on est déjà à la fin de ce numéro, c'est passé très vite. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. On se retrouve vendredi pour un nouvel Évasion en région. Ce sera du côté du Faucigny cette fois-ci. Moi je vous dis à très bientôt sur notre antenne. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Évasion en région.